Le 28 octobre dernier, une commission d'enquête a ouvert sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les débats étaient très tendus. C'était pas ma question, monsieur Nel. C'est ma réponse, vous m'avez dit, allez vous faire voir. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanon? Je me crois à l'Assemblée nationale, monsieur Continuez, le rapporteur, monsieur Niel. dans un cirque que Monsieur vous le avez rapporteur, créé. Si mais- vous voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette Vous avez des audition. Je viens de suspendre cette audition. Au début, je comprenais pas pourquoi ça allait aussi loin, mais quand on écoute quelques situations et surtout combien les Français payent pour l'audiovisuel public, on comprend assez rapidement. Entre des immenses salaires, des accusations de détournement de fonds publics, de la corruption et du militantisme politique, l'audiovisuel public serait devenu une sorte de vache à lait pour quelques privilégiés. Privilégiés qui utilisent leur place pour aider les copains et diffuser des programmes très orientés politiquement. Pourtant, France Télévisions, comme l'ensemble de l'audiovisuel public, est payé par nous, les Français. Alors la moindre des choses, c'est quand même qu'on soit informé. Comment est utilisé cet argent? Qui est derrière France Télévisions? Et qu'est-ce que ces 6 mois de commission d'enquête parlementaire nous ont révélé? Pour répondre, j'ai justement écouté une quinzaine d'heures de cette commission d'enquête et j'ai rassemblé tous les éléments qui me semblent être le plus pertinent. Et aujourd'hui, vous, à travers cette vidéo, vous allez découvrir un condensé de mon enquête, les petits arrangements et surtout l'arnaque que cache l'audiovisuel public français. Mais avant de commencer la première partie, permettez-moi de me détacher un petit peu de mon écran, déjà parce que ça me détend, je me trouve d'ailleurs dans un endroit sublime, mais surtout pour me permettre de vous montrer cette chevalière, qui est l'une des créations de ma marque préférée, Kalos. Kalos, c'est le partenaire de cette vidéo, mais si c'est aussi ma marque préférée, c'est parce qu'ils ont eu l'excellente idée d'intégrer les symboles qui ont fait la France et la civilisation européenne pour les mettre sur des bijoux. Typiquement, ce que vous voyez ici, c'est des chevalières en argent, avec par exemple la fleur de lys, le symbole des rois, l'aigle impérial napoléonien que j'ai au doigt. Et mon petit coup de cœur, c'est l'anneau de Jeanne d'Arc, une reproduction revisitée du véritable anneau que portait la sainte patronne de la France. Après, Kalos, c'est pas que des chevalières. Dans la gamme bijoux, vous avez des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers que je trouve vraiment superbes. Il y a aussi ce couteau qui est ultra efficace et que j'aime particulièrement parce que c'est le même que portent nos soldats. Il est même produit à Thiers, la capitale des couteaux. Mais je pourrais aussi vous parler de leur matériel de boxe ultra complet ou de leurs vêtements que j'adore porter. Mais je vais plutôt m'arrêter simplement sur leurs commentaires. Avec plus de 2000 avis, ils arrivent à la note de 4,8 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Et quand vous les lisez, vous avez systématiquement les mêmes choses qui reviennent. Livraison rapide, produit de qualité, SAV réactif, bref. Si vous aimez l'histoire de France ou que vous souhaitez juste porter quelque chose de bien fait et de beau, allez jeter un coup d'œil dans la description dans laquelle vous trouverez un lien pour aller sur leur site. Et si vous leur prenez quelque chose, pensez bien à utiliser le code MM10 pour profiter de 10% de réduction. Encore merci à Kalos, merci à vous, et reprenons avec la première partie. 3 milliards 950 millions d'euros par an. C'est le prix auquel on paye l'ensemble des chaînes de radio et télévision publiques. Et si vous pensez que ça vous concerne pas parce que vous payez pas d'impôts, rassurez-vous, ça vous concerne parce que le prélèvement est fait directement sur la TVA. Donc quand vous faites vos courses et que vous achetez par exemple 2 € de kilo de pommes de terre, eh ben il y a toujours 1 ou 2 centimes qui partent directement dans les salaires d'employés de France 2 ou de France Inter par exemple. Chaque année, notre contribution est estimée à environ 140 € par personne, ce qui représente à la fin quand même un joli pactole. À peu près 4 milliards d'euros par an, une somme considérable qui, à titre de comparaison, correspond à peu près 91% du budget du ministre de la Culture, ou 4000 écoles par exemple. Ok, mais à quoi il sert tout cet argent ? Avant tout, il sert à financer les 5 organismes de l'audiovisuel public. On a Radio France à 652 millions, auquel s'ajoute la chaîne Arte qui dispose de 300 millions, France Média Monde qui a également 300 millions, mais le principal, c'est France Télévisions, qui récupère 2 milliards 500 millions d'euros d'argent public par an. Et bien malgré ces chiffres, malgré ce don des Français, France Télévisions arrive au prodige de perdre de l'argent. Oui, vous avez bien entendu, ils perdent de l'argent. C'est tellement à peine croyable qu'il va falloir qu'on décortique tout ça. France Télévisions dispose donc de 2,5 milliards de la part des Français chaque année. Cette somme, elle n'a pas besoin d'être remboursée, c'est une sorte de bonus, un sacré bonus pour faire tourner la boutique. Bien, sauf que cette somme ne suffit pas, ils ont des frais supplémentaires qui s'élèvent à environ 700 millions d'euros. Et ben ces 700 millions de frais supplémentaires, ils n'arrivent pas à les rembourser. France Télévisions produit tellement peu d'argent chaque année que depuis plusieurs années de suite, ils enregistrent un déficit de 40 millions en 2025 par exemple. Et ce chiffre serait en vérité réduit parce que d'après Jean-Jacques Cordival, le secrétaire général du syndicat de l'audiovisuel, il serait en fait bien plus important. L'entreprise France Télévisions SA est extrêmement déficitaire. Moins 256 millions en 2024, moins 290 millions en 2025. Ce ne sont pas des petites sommes. On n'est pas sur des petites sommes, et tous ces chiffres sont vérifiés, ils viennent tous d'un rapport de la Cour des comptes datant de 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse.
J'en profite aussi pour vous mettre une déclaration de Nasser Mehda, le président de la 3e chambre de la Cour des comptes. Est-ce que la situation est grave aujourd'hui chez France Télévisions ? Oui, la situation est critique. Elle est critique, en tout cas, et elle peut devenir plus que délicate à partir de 2026. Donc il y a vraiment urgence. Il y a urgence. Je tiens quand même à rappeler que si France Télévisions était une entreprise privée, c'est-à-dire qu'elle ne touchait pas d'argent public, c'est pas de 40 millions qu'il serait déficitaire, mais de 2,5 milliards. Bref, si vous trouvez comme moi déjà ça stupéfiant qu'avec une aide aussi colossale, ils arrivent quand même à perdre de l'argent, la réponse à la prochaine question risque d'encore plus vous déranger. La question étant, mais où va l'argent ? Alors on va commencer par les salaires, et je vous demande de bien vous tenir parce que là, les chiffres que vous allez entendre sont absolument tous certifiés par la Cour des comptes. Dans son rapport du 14 octobre 2024, consacré à Radio France, la Cour des comptes nous dit que le salaire moyen d'un employé de Radio France est de 72 000 € par an. 72 000, ce qui les place dans les 9% des Français les mieux payés. Mais attendez, ça c'est que la moyenne. Quand on monte dans la hiérarchie, c'est autre chose. L'audiovisuel public, c'est une trentaine de directeurs qui gagnent tous plus de 200 000 € à l'année. À titre de comparaison, président de la République, c'est 180 000 €. Et parmi eux, vous vous doutez que tous bénéficient d'une voiture de fonction, voire même parfois de chauffeur. Mais la palme revient quand même à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui touche quant à elle la modique somme de 400 000 € annuels, depuis maintenant 11 ans. Vous en faites pas, on va bientôt s'intéresser à son cas, parce qu'il y en a beaucoup des choses à dire. Mais avant, je finis juste avec les employés. Le rapport de la Cour des comptes est formel. Pour le cas des journalistes de Radio France, mais aussi pour ceux de la télévision, le temps de travail est entre 191 et 197 jours par an. Ça représente à peu près 1 jour sur 2. 1 jour sur 2 de travail, c'est plutôt peinard j'ai l'impression. Ensuite les congés, ils ont non pas 5, non pas 10, mais 14 semaines de congés payés. Je veux bien que ça soit stressant la radio, mais là il faut quand même pas abuser. Pour le temps de travail, on est sur un 35 heures semaine, mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde les biens immobiliers de France Télévisions. Alors, on a un château en Dordogne avec son parc de 115 hectares, auquel ils ont ajouté ces dernières années une piscine aux frais du contribuable qui s'élève à 1 million € sur fonds publics. Après, vous me direz qu'avec 14 semaines de congés payés, il faut bien s'occuper, non ? Sinon on a quoi ? On a un immeuble en banlieue parisienne, on a des résidences de vacances à Cannes et à Trouville. Sympa d'avoir de l'argent public, non ? Mais le cas le plus aberrant, je crois que c'est quand même le Festival de Cannes. Les dépenses de France Télévisions pendant la semaine du festival s'élèvent à 2,6 millions €, soit à peu près 400 000 € par jour. Pour vous donner un exemple concret de comment France Télé arrive à dépenser autant d'argent si vite, on va s'intéresser à elle. Elle, c'est l'actrice Virginie Efira, et en 2022, elle a présenté la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et grâce à la commission d'enquête, on sait ce qu'elle nous a coûté. Quand on regarde les détails de ces montants, j'ai pu voir notamment que concernant la maîtresse de cérémonie, à l'époque l'actrice Virginie Efira, sa prestation a coûté 60 000 € pour la seule cérémonie d'ouverture, l'équivalent de 3 SMIC annuels pour seulement quelques heures de mission. Pourtant c'est pas elle qui a écrit les textes, car les textes vous les avez commandés pour 30 000 € supplémentaires. Il y a eu aussi 1 500 € de maquillage, 1 500 € de coiffure, 300 € de manucure dont elle a pu bénéficier. Donc je résume, on a une présentatrice de France Télévisions qui arrive à dépenser que, pour elle, 100 000 €. Et après on s'étonne que la France s'endette. Aujourd'hui, France Télévisions se pense tellement intouchable qu'ils se permettent d'adopter des budgets déficitaires. Pour l'année 2026 par exemple, ils prévoient dans leur comptabilité de perdre 40 millions €. Et ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que malgré ce bilan lamentable, Delphine Ernotte, la présidente, a été choisie pour la 3e reprise pour diriger France TV. Ce qui est la première fois de l'histoire, personne n'a été élu 2 fois de suite pour présider France TV. Et pourtant dans le passé, il y en avait eu quand même quelques-uns des bons. J'ai fait quelques recherches et on avait un type comme Patrick de Carolis, le directeur de France Télé de 2005 à 2010. Le gars a un bilan ultra positif, à peu près une dizaine de millions chaque année, lui il a été reconduit qu'une seule fois. Et quand le rapporteur de la commission demande à Delphine Ernotte de s'expliquer sur la situation économique de France TV, je vous mets sa réponse. Ce que je peux dire, puisque vous m'interrogez personnellement, c'est que je me suis toujours conformée aux décisions de mon conseil d'administration et que j'ai toujours tenu les objectifs budgétaires qui m'étaient demandés et qui m'étaient assignés par mon conseil d'administration. Donc elle, non, toujours responsable de rien, hormis quand il faut récupérer son salaire, payé par l'État, par nous en fait, que je vais prendre un malin plaisir à vous redire, 400 000 € par an sur 11 ans, avec un bilan aussi mauvais, j'ai quand même l'impression qu'elle s'en sort pas mal. D'ailleurs, il faut quand même qu'on pose la question, pourquoi est-ce que elle a été reconduite 2 fois avec un bilan aussi lamentable ? Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine partie.
Bon, tout ce que je vais dire ici ne fait pas office de preuve, mais plutôt de piste, qui semble indiquer que Delphine Ernotte n'est pas à la présidence de France Télévisions seulement pour ses compétences. Avant Madame Ernotte, on a eu pendant 10 ans 2 anciens directeurs de France Télévisions qui étaient considérés plutôt comme à droite politiquement. Il y a eu d'abord un certain Fimelin nommé par Sarkozy, puis Patrick de Carolis, proche de Chirac. Mais en 2015, quand arrive le moment de choisir un nouveau directeur de France TV, c'est un président socialiste, François Hollande, qui dirige. Et d'après Olivier Schramek, l'ancien patron de l'Arcom, le président socialiste lui aurait dit d'éviter 2 candidats. Et finalement, la présidence de France TV sera arrivée à Madame Ernotte. Dans son discours de nomination, elle dénonce, je cite, « une télévision composée d'hommes blancs de plus de 50 ans ». Une chose d'ailleurs qu'elle va répéter dans les médias. Je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que c'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Ça annonce la couleur, n'est-ce pas? Et les décisions qui vont suivre vont aller exactement dans ce sens. D'abord Julien Lepers, qui est viré en 2016 au motif d'un renouvellement alors que son émission marchait très bien. Puis David Pujadas, viré en 2017 au même motif. Frédéric Tadei en 2016, Tex en 2017, Patrick Sébastien en 2019, et j'en passe. Dès l'arrivée de Madame Ernotte à France Télévisions, une véritable purge est opérée chez ces fameux hommes blancs de plus de 50 ans. Tous dirigeaient des émissions massivement regardées par les Français, vous découvrirez rapidement dans les prochains chapitres que le succès d'une émission passe après leur idéologie. Ce que je voulais dire pour entrer dans le vif du sujet, c'est que pendant des années, sur le service public, tout s'est merveilleusement passé. Et jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, on faisait tout pour que nos émissions marchent. Et quand Madame Ernotte est arrivée, on a tout fait pour qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que d'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. Les tendances politiques de Delphine Ernotte se font même ressentir au présidentiel de 2017. Alors que Marine Le Pen et le couple Macron arrivent sur le plateau, la patronne de France Télévisions fera la bise à Emmanuel et Brigitte Macron et n'adressera même pas un regard à Marine Le Pen. Puis en 2021, elle nomme Cyril Graziani à la tête du service politique de France 2. Graziani, vous le connaissez probablement pas, mais lui connaît très bien le président. Il s'est même vanté lors de l'émission The Voice de discuter avec lui par SMS. Bon, on a déjà quelques pistes sur la présence de Madame Ernotte à ce poste. Mais ce qu'il y a peut-être de plus troublant, c'est les boîtes de production avec lesquelles travaille France Télévisions. À part sa propre boîte de production, France Télévisions travaille avec 3 principaux partenaires qui produisent un peu plus d'un tiers de leurs émissions. Et avec chacune, sans exception, la commission d'enquête révèle des situations plus que suspectes. Premièrement, Banijay et l'employé Takis Kandilis. On est en 2016, quand Takis Kandilis est directeur de la fiction chez Banijay, un géant de la production audiovisuelle. Et son plus gros client, c'est France Télévisions. 2 ans plus tard, en février 2018, Kandilis passe de vendeur chez Banijay à acheteur parce qu'il est recruté par Delphine Ernotte au poste de directeur général délégué au programme de France Télévisions. Déjà, ce recrutement est plus que suspect parce qu'à l'origine, Kandilis y vendait des programmes pour France TV. Maintenant qu'il a obtenu le poste d'acheteur, rien ne nous dit qu'il va pas acheter ses propres programmes. Mais là où l'arnaque est vraiment visible, c'est quand, en septembre 2020, il claque la porte de chez France Télévisions pour retourner chez Banijay. Ces allers-retours n'ont peut-être pas l'air de grand chose, mais ils posent en vérité des gros problèmes. Parce qu'en plus d'avoir fait considérablement augmenter son salaire entre chaque aller et venue, il est probable que Kandilis ait non seulement favorisé les programmes de Banijay pendant ses 2 ans à France TV, mais que surtout, ça soit grâce à ça qu'il a obtenu son nouveau poste 2 ans plus tard. Dans le privé, ce genre d'aller-retour entre acheteur et vendeur, ça n'existe pas. Si c'est permis dans le public, c'est juste parce que c'est avec l'argent du contribuable. Et ne pensez pas que ce genre de pratique est inédite chez les hauts cadres de France Télévisions. Laissez-moi vous parler du cas de Nathalie Darrigrand, une ancienne directrice des programmes de France TV et de France 5. Elle a signé pendant des années des contrats à plusieurs millions avec Together, la 2e plus grande boîte de production privée avec qui travaille France TV. Puis en 2020, Nathalie Darrigrand est licenciée de France Télévisions et elle va toucher des indemnités proches de 300 000 €. Sauf que dans la foulée, quelques mois plus tard, elle est engagée par qui? Eh bien la boîte de production avec qui elle avait signé des contrats pendant des années. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Enfin, c'est la patronne, Delphine Ernotte, qui est accusée de copinage avec cette fois-ci la plus grosse boîte de production privée qui pèse le plus pour France TV, Media One. Media One est créé en 2015, quand Delphine Ernotte est devenue présidente de France TV. Les directeurs sont Pierre-Antoine Capton, Mathieu Pigasse et Xavier Niel, des milliardaires français donc, mais quand on regarde de plus près, Media One est loin d'être intégralement une boîte française. 80% de son capital est détenu par un fonds d'investissement américain, KKR. Pour comprendre pourquoi est-ce que Media One a environ par an 100 millions € de contrats avec France Télévisions, ce qui sert en fait beaucoup à enrichir des actionnaires américains sur le dos des Français, il faut qu'on s'intéresse au lien entre la directrice de France TV et Media One. Alors je remets pas du tout en question le travail qui est fourni par Media One, mais quant à la commission d'enquête et poser la question de lien dissimulé entre Delphine Ernotte, la PDG de France TV, et donc Media One, voici la réponse de Jean-Jacques Cordival, le secrétaire général du syndicat dont on a déjà parlé. Quand vous dites il y a des relations, il y a forcément des relations. Quand Media One invite Madame Ernotte chez Maxim's avec la privatisation du restaurant Maxime tout entier pour fêter
un peu en avance sa victoire, c'est quand même assez choquant. Moi, je n'irais pas. Si c'était moi, je n'y serais pas allé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, forcément, il y a un moment ou un autre, tout le monde travaille on est dans un petit monde de l'entre-soi. Ces mots ne laissent pas vraiment de place à l'imagination. On est dans un petit monde de l'entre-soi. Alors, si c'était avec leur propre argent, honnêtement, moi je m'en ficherais. Mais là, c'est avec de l'argent public qui se gave. Alors, est-ce que Madame Ernotte est en poste parce qu'elle placerait des proches du président ou parce qu'elle soutiendrait des milliardaires comme Mathieu Pigasse ou Xavier Niel? Franchement, impossible de l'affirmer, mais c'est autant de pistes troublantes qui expliqueraient pourquoi est-ce que Delphine Ernotte est encore à son poste aujourd'hui. D'ailleurs, avant de passer à la prochaine partie, je vais vous montrer un extrait qui est plutôt curieux de la commission d'enquête où l'auditionné, donc Monsieur Cordival, alors qu'il était en plein en train d'apporter beaucoup d'éléments sur une potentielle corruption de Madame Ernotte avec d'autres directeurs, va être tout simplement coupé par la directrice de la commission. Donc, aujourd'hui, je vous laisse 2 questions supplémentaires et nous finirons. Madame la Présidente, à nouveau, c'est la première fois que nous ferions une audition aussi courte. Il n'en a jamais été question. La moyenne de durée des auditions depuis le début, tout le monde pourra vérifier, tourne plutôt autour de 2h30. Là, ça fait un peu plus d'1h15 qu'on a commencé. Messieurs, visiblement, ont un point de vue critique sur la gestion de France Télévisions. Est-ce que ça expliquerait qu'on réduise leur temps de parole et le temps d'audition? Moi, au début de cette audition, je n'ai pas été prévenu que cette audition serait aussi courte. Donc, permettez-moi, j'aurai quelques questions, permettez-moi d'aller au bout de mes questions, parce que je considérais qu'il y a une volonté, en tout cas, d'abréger un peu les discussions, qui en plus sont très intéressantes depuis le début de cette audition. Excusez-moi, mais... Un moment bizarre qui, encore une fois, semble indiquer une volonté du pouvoir de couper la parole de ceux qui dénoncent les abus de France TV. Sans plus attendre, on passe à la suite car, ok, l'audiovisuel public ça coûte cher, mais si à la rigueur ils réussissaient à unir tous les Français autour d'un programme solide, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour vous, une chaîne de télévision payée par les Français, ça devrait diffuser quoi? C'est vraiment une question que je me suis posée, et pour moi, ça devrait être de l'information vérifiée et honnête, du pluralisme politique qui donne la parole à tous les courants de pensée et surtout ceux qui sont le plus partagés par les Français. Ça devrait être, je sais pas, des documentaires travaillés sur le patrimoine et l'histoire de France, ou encore des programmes éducatifs, mais sans militantisme politique. Alors je vous rassure, ce que je viens d'évoquer, il y en a dans l'audiovisuel public, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, sur la seule journée du mardi 27 janvier sur France 2, on compte pas moins de 9 jeux télévisés. À titre de comparaison sur TF1, il n'y en a eu qu'un seul, et maximum par jour il n'y en a qu'un. De plus, Radio France et France TV sont accusés depuis plusieurs années d'une grande partialité politique dans leurs émissions. On va garder ce point de côté parce que ça fera l'objet du dernier chapitre. Enfin, si l'on s'intéresse aux parts d'audience, donc c'est le pourcentage de gens qui regardent la télévision à un moment donné sur une chaîne précise, et ben là on a plutôt une bonne nouvelle parce que France TV gagne avec 29% de parts d'audience. Mais au regard de certains autres chiffres, c'est loin d'être si positif. Ok, France TV, c'est 3,3 milliards de budget et 29,4% de part d'audience. À comparer, TF1 c'est 2,3 milliards, donc 1 milliard de moins et surtout pas 1 euro d'argent public, et eux font 27,2% de part d'audience. France TV est également avantagé par 4 chaînes sur les 9 premiers numéros, tandis que TF1 n'a qu'une seule chaîne. De plus, lorsqu'on compare France Télévisions à ses équivalents européens, notamment la RAI en Italie, on se rend compte qu'avec beaucoup moins de moyens, environ 1,8 milliard par an de redevances, elle enregistre en moyenne 40% de part d'audience. Enfin, et c'est sûrement le plus accablant, c'est quand on prend en compte l'âge des spectateurs de France Télévisions. Alors oui, on le sait, de moins en moins de jeunes regardent la télévision, mais France TV en est vraiment la parfaite illustration. Le spectateur moyen de France Télévisions a 66 ans, ce qui en fait le plus âgé de tous les spectateurs de la télévision, à savoir que celui de TF1 a 58 ans et celui de M6 55 ans. En vue de ces chiffres, et avec tout le respect que je dois pour nos anciens, est-ce que l'audiovisuel public n'est-il pas en train de devenir une espèce de nouveau bien social pour les retraités? Je vous laisse le loisir de répondre en commentaire, et sans plus attendre, on passe à un chapitre qui risque de beaucoup vous intéresser, celui de la neutralité politique. On est le 7 juillet 2025, quand Patrick Cohen, éditorialiste sur France Inter et France 5, et Thomas Legrand, chroniqueur politique à Libération et France Inter, déjeunent dans un restaurant parisien avec 2 membres éminents du Parti Socialiste. D'un côté, Pierre Jouvet, le secrétaire général, et de l'autre, Luc Broussy, le président du Conseil national du PS. À la table, l'ambiance est détendue, les discussions se rapprochent d'ailleurs plus de celles d'amis de longue date que vraiment de journalistes et de politiques. Le sujet principal, c'est la stratégie de la gauche pour battre la droite lors des municipales de Paris en mars 2026. On parle notamment de Rachida Dati, alors ministre de la Culture et candidate LR à la mairie de Paris. Ça fait depuis des mois qu'elle est dans le viseur du Parti Socialiste. Et c'est là qu'il dit une phrase qui va faire exploser une affaire 2 mois plus tard. Thomas Legrand, donc journaliste de France Inter, nous lâche:
Dans le contexte de la conversation, s'occuper de Dati, c'est pas l'inviter au restaurant. Hein. Ça veut plutôt dire qu'ils vont tout mettre en œuvre pour bousiller sa campagne. Et même si le reste de la discussion est flou, on entend des choses comme comment mettre au pouvoir la gauche au présidentiel 2027. Ce jour-là au restaurant, nos 4 compères se doutent de rien. Mais à la table derrière eux se trouve un homme, un journaliste d'un média qui est pas très à gauche. Le journaliste de l'Incorrect a dégainé son téléphone et a tout enregistré. Puis 2 mois plus tard, le 5 septembre, dans les magazines de l'Incorrect, tout est balancé. Et la phrase qui va évidemment le plus choquer, c'est... Alors quand tout le monde apprend que des journalistes payés par les Français complotent avec 2 cadres éminents d'un parti politique pour rabaisser une candidate d'un autre parti, c'est un scandale qui explose. Dès le lendemain, Thomas Legrand est suspendu à titre conservatoire par France Inter. En réaction, les 2 journalistes portent plainte contre l'Incorrect en dénonçant soi-disant un faux enregistrement, sauf qu'en fait il est prouvé que l'enregistrement est totalement vrai et la plainte est classée sans suite. Et peut-être ce qu'il y a de plus drôle, c'est que lors de la commission d'enquête, quand Patrick Cohen et Thomas Legrand sont questionnés sur cette affaire, ils n'émettent pas une once de regret. Pour eux, tout ce qui va pas, c'est que l'Incorrect les ait enregistrés à leur insu. Cet exemple de conspiration entre des journalistes du service public et des politiques, ici elle a été filmée par chance. Mais ce genre de réunion, ce genre de dîner, c'est que l'arbre qui cache la forêt de ce qu'est la partialité de l'audiovisuel public français. Selon l'Arcom, donc l'organisme qui régule l'audiovisuel, lors des élections européennes de 2024, les différentes radios du service public ont donné 1/3 de parole en moins au bloc de droite qu'au bloc de gauche. France Culture, par exemple, n'a donné que 24% de parole au bloc de droite contre 50% au bloc de gauche. Évidemment, ces temps de parole sont très éloignés des résultats finaux. Je vous mets de suite l'explication des directeurs de Radio France. Mais donc, moi, ça ne me semble pas aberrant, non. Et les temps de parole, ils sont pris aussi en fonction des élections précédentes, pas des élections qui succèdent, parce que là, ça devient compliqué sinon. Une justification qui, dans le fond, s'entendrait s'il n'y avait pas autant d'autres éléments, comme celui-ci par exemple. Le 23 juin 2024, à 1 semaine des élections législatives, on a 10 chroniqueurs de France Inter qui se mettent à chanter, je cite, la chanson des gauchos. Alors, je vous mettrai bien un extrait, mais vu l'étendue de leurs moyens, il y a de grandes chances qu'ils fassent sauter la vidéo pour ça, alors je vais plutôt vous lire quelques paroles. Car demain, si c'est Bardella, c'est fini pour moi, c'est fini pour toi. Il y a encore un peu d'espoir si on se rend à l'isoloir pour glisser un bulletin dans l'urne. Il vous annonce que la France revient en oubliant de dire que c'est la France de Pétain. Voilà, ce qui est chanté avec nos impôts à 1 heure de grande écoute sur le service public et ce à 1 semaine des élections. Ensuite, le 7 février 2026, en pleine campagne des élections municipales, France Inter republie sur ses réseaux un reportage pour lutter contre l'extrême droite. La première séquence nous présente un rappeur nous expliquant que la jeunesse emmerde le Front National, difficile de faire plus clair, et quand la question de la neutralité politique est posée lors de la commission d'enquête à France Inter, on ressent immédiatement la gêne, et eux disent ne pas se souvenir de ce passage. Une autre chose très importante qui a été dévoilée lors de la commission d'enquête, c'est que lorsque parlent des invités très politisés à gauche sur les plateaux de France Télévisions, ils ne sont pas présentés comme tels. Par exemple, le 11 septembre 2025, la présentatrice Caroline Roux, qui présente le 20h, reçoit Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse est simplement présenté comme un chef d'entreprise, et pendant plusieurs minutes, il nous explique tout le danger que représente pour lui le Rassemblement National. Encore une fois, je suis navré de ne pas pouvoir vous mettre l'extrait, mais je le mets en description. Donc quand Mathieu Pigasse parle, le spectateur y croit simplement que c'est un chef d'entreprise qui leur parle. Mais en vérité, Pigasse est non seulement engagé politiquement, il appelle à voter à gauche depuis plusieurs années, et il est même directeur de plusieurs médias de gauche. Mais surtout, et c'est ça le plus grave, il est patron de Media One, qui est le premier partenaire de France TV. Normalement, un journaliste qui fait son boulot, il est tenu de préciser ses liens entre l'invité et la chaîne. Or là, pas un mot. Et ce cas, encore une fois, n'est pas inédit, il va se répéter dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Quelques jours après le décès tragique de Quentin Derenque, lynché par des antifas. Stéphanie Prezioso est alors l'invitée principale de l'émission. Madame Prezioso est alors présentée comme une experte du fascisme et de l'antifascisme. Sous couvert d'expertise donc, elle se montrera extrêmement légère sur les antifas qui ont quand même assassiné Quentin, jusqu'à quasiment prendre leur défense. Bon, c'est quand même un drôle de discours pour une historienne, vous trouvez pas ? Eh bien justement, certes, elle est historienne, mais elle est aussi membre du mouvement suisse anticapitaliste et elle participe à des mouvements comme les Jeudis communistes de la Révolution. Franchement, c'est difficile de faire plus à gauche. Et alors que ces informations sont de notoriété publique, on peut les apprendre partout, eh bien les journalistes de France 5 se sont bien gardés d'informer le public. Merci de la neutralité. Et ce penchant pour la gauche chez France Télévisions, il se retrouve même au sommet de la hiérarchie. Stéphane Sidmon-Gomez est aujourd'hui numéro 2 de France TV. Pourtant, on regarde son parcours, rien ne laissait présager une ascension aussi fulgurante. Arrivé en 2017 comme directeur de cabinet de Delphine Ernotte, il n'avait aucune expérience dans l'audiovisuel. Son seul travail, c'était directeur de campagne chez le parti politique Europe Écologie Les Verts. Puis en 2022, Delphine Ernotte le propulse numéro 2 de France TV, juste avant d'ajouter à ses responsabilités le poste de directeur de l'information de France TV. Donc je résume.
film. On a un militant politique qui n'a fait sa carrière qu'au sein d'un parti, qui devient, en 5 ans à peine, numéro 2 et patron de l'information de France TV. Ça commence à faire beaucoup, et pourtant, il y a encore beaucoup de choses que vous devez découvrir. Les deux secteurs où ce parti pris est très visible et peut-être encore plus grave, c'est sur l'application France TV Slash et le cinéma. Allez, on commence avec le cinéma qui, je vous avoue, je savais pas trop où le placer. Est-ce que je le mets dans l'économie de France TV parce que c'est un gouffre financier, ou est-ce que je le mets dans le volet politique tellement certains films servent uniquement à défendre une idéologie? Finalement, je l'ai mis dans le chapitre politique, et vous allez vite comprendre pourquoi. France Télévisions investit chaque année entre 65 et 80 millions d'euros dans des films. A priori, c'est formidable, des films qui sont financés par les citoyens. On va enfin pouvoir nous rendre fiers de notre pays et défendre la grande culture française, non ? Que cette vidéo reste en ligne, je vais pas pouvoir vous montrer les quelques extraits de ces films, mais croyez-moi que c'est affligeant. Après, peut-être que c'est que mon avis. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Les Visiteurs, c'est un film qui me fait extrêmement rire. En revanche, Les Tuches, je rigole pas trop, mais ça empêche pas Les Tuches de faire des millions d'entrées au cinéma, donc si à la rigueur France TV fait des films que j'aime pas mais qui fonctionnent, bah c'est les lois du marché, donc ça me dérange pas de payer un peu pour ça. Sauf que là, non seulement j'aime pas les films qu'ils proposent, mais en fait c'est le cas de tous les Français. Ok, prenons l'exemple du film Le Grand Déplacement, avec Jean-Pascal Zadi. Le budget c'est 17 millions d'euros, plutôt pas mal donc, pour 130 000 entrées. 17 millions d'euros pour faire autant de vues qu'une de mes vidéos ? On marche sur la tête. Pourtant, on aurait pu prédire que ce film il allait bider. Un humour centré sur l'écologisme, le décolonialisme et un militantisme assumé qui se moque de la théorie du grand remplacement. Excusez-moi, mais ça a pas l'air bien du tout. Et les Français sont pas dupes, du coup, ils vont pas le voir. Mais le pire film, celui qui incarne vraiment tout ce qui va pas chez France Télévisions, c'est lui. Toute pour une relecture libre et moderne des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alors déjà, rien qu'avec ça, on dirait un spectacle pour une école primaire. Mais allez, lisons un peu plus la description. Les mousquetaires, traditionnellement des hommes blancs, catholiques, au service du roi, sont ici remplacés par des femmes racisées, queer et certaines militantes. Ensemble, elles se battent contre les injustices du patriarcat et le racisme systémique. Et ça a coûté combien ce truc ? 10 millions d'euros pour 14 000 entrées ? Eh ben ça fait plaisir l'argent public. Alors, je veux bien que le cinéma français ne soit pas au top de sa forme, mais franchement, il y a quand même des bons films. En tout cas, il y a des films qui marchent. Ce qui me vient comme ça à l'esprit, on a le Comte de Monte Cristo par exemple, qui est encore un roman d'Alexandre Dumas, qui cette fois-ci ne s'est pas fait humilier. Et d'ailleurs, combien il a fait d'entrées le Comte de Monte Cristo ? 9,4 millions. Plutôt pas mal. Et combien a investi France Télévisions dessus ? 0 €. Ah bah décidément, ils sont allergiques au succès ces gens. Je pense comme ça d'ailleurs au film Un petit truc en plus, qui est certes pas du grand cinéma, mais on passe un très bon moment. D'ailleurs, ça paye, parce qu'il a fait 11 millions d'entrées. Et d'ailleurs, combien investit France Télévisions dessus ? 0. L'inverse m'aurait étonné. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même au moins un film qui a à peu près marché sur lequel France TV a investi ? Un ours dans le Jura, avec Franck Dubosc, 1,5 million d'entrées, bon, c'est toujours ça. Je vous avoue que je vois pas trop l'intérêt de commenter cette partie, je suis sûr que vous allez trouver les bons mots pour décrire l'état de France Télévisions vis-à-vis du cinéma français. Alors on va directement passer à la dernière partie, qui est France TV Slash. France TV Slash, c'est le média internet de France TV, c'est une sorte de combini payé par le contribuable. Dans un communiqué de presse, il est déclaré que France TV Slash est fait pour les jeunes de 15 à 34 ans. Pourtant, certains contenus proposés ne sont pas vraiment ce que des parents voudraient que leur enfant regarde. Promotion de la sexualité, contenu très orienté politiquement à gauche. Le collectif citoyen Pas avec ma redevance a noté en 2022 500 contenus problématiques sur les 3000 publiés à l'époque. Je vous en cite quelques-uns comme ça. Un appel aux dons pour le comité Justice pour Adama Traoré. Des posts pour ne plus dire bonjour monsieur ou bonjour madame afin d'éviter, je cite, de mégenrer des personnes. Une vidéo top 3 des érections qui existent. On a aussi des incitations à regarder des vidéos pour adultes mettant en scène des transsexuels. Et quand on demande à la présidente pourquoi est-ce que des contenus comme ça apparaissent, voici ce qu'elle répond. Nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces jeunes, ces adolescents ou ces jeunes adultes. Ouais, c'est quand même une drôle de façon de répondre aux questionnements des jeunes adultes. Tenez par exemple, le choix de 7 femmes pour faire 200 épisodes d'une série nommée Sexy Souci. France Télévisions a recruté Diane Saraikier comme présentatrice, alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle était une militante politique d'ultra-gauche.
Dans sa bio Twitter, on peut lire ACAB, ce qui veut dire en anglais « Tous les policiers sont des bâtards ». Elle publie le 9 mars 2020 des choses ultra violentes à l'égard des hommes, des choses que je pourrais pas citer ici, mais qui incitent à la suppression des hommes. Ensuite, le 26 avril 2020, elle publiait « Pourquoi n'y a-t-il que des blancs ?» Puis le 4 juin, elle décrit la police comme un ramassis de fascistes et racistes. Franchement, c'est plus que suspect de mettre en tête d'affiche d'une émission censée éduquer la jeunesse un tel personnage. France TV Slash résume finalement assez bien la vision qu'a la direction de France TV sur la jeunesse française. Pour eux, les jeunes sont des espèces d'obsédés qui sont plus intéressés au militantisme LGBT qu'à la culture de leur propre pays. Sauf que, comme pour le reste, France TV Slash est un cuisant échec qui ne manquera pas, à mon avis, de fermer dans les prochaines années. Finalement, l'audiovisuel public est à l'image de l'État français. Beaucoup de profiteurs, moins soucieux des besoins des Français que de répandre leur doctrine politique. Le tout conduisant à une dépense délirante de l'argent des Français, et tout ça pour un résultat plus que médiocre. Ce que la commission d'enquête parlementaire démontre, c'est que oui, chez France Télévisions, tout n'est pas acheté. Parmi les 9000 employés, la majorité accomplissent leur travail comme il faut. En revanche, une bonne partie des directeurs se gavent d'argent public, aident les petits copains à trouver des postes et font produire des contenus de militants politiques aux dépens de ce qu'attendent les Français. Alors si vous trouvez ce contenu utile, pensez à le partager un maximum, parce qu'il est grand temps que l'audiovisuel public français cesse d'être une espèce de vache à lait qui serve à engraisser une minorité aux dépens des Français. Avec 4 milliards d'euros par an, on est en droit d'exiger un audiovisuel public digne de nos dépenses, et surtout, digne de la France. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci également à Kalos de soutenir mon travail. Pour rappel, avec le code MM10, vous avez 10% de réduction sur votre prochaine commande, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien disponible en description. C'était Mehdi Mathieu, et à très vite.